m'appelle Norbert Yambayamba Choukou. Je suis issu d'une famille nombreuse. Ça fait une cinquantaine d'années que je vis. J'ai été à l'école comme tout le monde. Certes, aujourd'hui, je suis doublement doctorant. J'ai 4 maîtrises. J'ai 2 licences, 17 certificats dans plusieurs institutions de formation internationale. J'ai au moins fréquenté 65 pays à travers le monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, en Afrique et en Europe. Je ne suis pas encore arrivé en Océanie. Certes, ce n'était pas pour des voyages touristiques. J'y étais essentiellement pour apprendre comment on peut développer les sociétés, parce que j'ai une formation de base pour le développement. Et c'est ce qui m'a permis véritablement de capitaliser les grandes expériences des autres pays à travers le monde qui ont permis à ce que ce pays se développe, devienne aujourd'hui des puissances. Croyez-moi, lorsque j'ai fini ma licence, j'ai travaillé comme assistant d'université, devenu chef de travaux. Et c'est ce qui m'a permis véritablement de quitter le Congo pour aller en Europe, là où j'ai étudié à Anvers, où j'ai obtenu 2 maîtrises successives. Je suis revenu ici et à Anvers, là c'était la gestion macroéconomique, la gestion et évaluation des projets macroéconomiques. J'ai également fait la gouvernance et développement. Je suis revenu également ici pour faire mon master encore, c'est un DESS, où j'ai fait la gestion et aménagement de forêts tropicales, où j'ai une maîtrise, où je suis même doctorat par rapport à ça. Et puis bon, j'ai commencé ma vie active. J'ai commencé ma vie active en étant d'abord recruté par la coopération belge, où j'ai exercé les fonctions de coordonnateur d'un projet d'éducation populaire. J'ai exercé dans la même institution les fonctions de représentant des ONG belges, coupole wallonne et flamande au Congo, où j'ai travaillé avec les ONG congolaises de développement. Et ça m'a permis véritablement de circuler dans les 11 provinces d'antan et d'accompagner les différentes ONG dans la définition des problèmes des sociétés, définition des problèmes des communautés, élaboration de projets qui sont des réponses par rapport à ces sociétés. Et ça m'a permis également de pouvoir mobiliser des ressources, c'est-à-dire travailler avec la coopération, informer les différentes ONG européennes qui étaient intéressées au Congo et leur dire qu'à tel ou tel espace, par exemple, il y a telle ou telle ONG qui travaille et qui a des qualités pour faire un travail très professionnel. Et lorsque j'ai exercé 4 ans cette responsabilité, j'ai été recruté dans un autre projet de la coopération technique belge qui était destiné à l'éducation civique de la population. Et là, par les médias en fait, les médias de masse, j'ai été élu, j'ai été désigné comme directeur général de ce projet, qu'on appelait IPEC à son temps, où j'ai appris véritablement à diriger un grand personnel. J'ai appris également à travailler avec une multiplicité d'acteurs, notamment la société civile, notamment également l'administration. Comment travailler de telle sorte que les opinions des uns des autres, y compris le parti politique, les experts, les personnes et ressources, travailler dans la perspective de leur donner les espaces médiatiques pour que leurs opinions passent de manière à renforcer la lucidité de la population. Il n'y a pas que ça, de sortir le peuple de la résignation, de la naïveté. Il n'y a pas que ça, permettre à ce que des grands projets soient opérationnels, mais qu'il y ait une implication effective et significative de la population sur le terrain. J'ai travaillé pendant un temps, mais j'ai finalement réfléchi pour faire autre chose.
j'ai réfléchi sur base d'une recherche-action. J'ai dit, je vais tenter d'expérimenter toutes les connaissances que j'ai acquises. Je vais expérimenter en faisant une recherche-action dans la commune de Kimbaseke. Et c'est là que je créerai, n'est-ce pas, le Centre national d'éducation météorologique. Le Centre national d'éducation météorologique m'a permis de voir comment on peut expérimenter le développement d'une entité dans une entité un peu moins restreinte. Vous savez que Kimbaseke a 2 500 000 habitants, à la différence par exemple du Gabon qui en a que 1 500 000 habitants. Donc Kimbaseke a plus d'habitants que le Gabon. Oui, ce centre existe. Alors maintenant, pour arriver naturellement à expérimenter comment on peut développer une entité, j'ai mené une étude avec des grandes équipes multidisciplinaires pour savoir véritablement quelles sont les activités, quelles sont les personnes potentielles à Kimbaseke, quelles sont les priorités, quelles sont les activités menées, qu'est-ce qui devrait être comme projet en termes de réponse par rapport à leurs problématiques, etc. Et là, on s'est rendu finalement compte que Kimbaseke, bien qu'une entité urbaine, finalement était habité par 90% des gens qui faisaient l'agriculture. Et c'est comme ça que nous avons à l'époque mis en place une ferme-école de 20 hectares. Dans cette ferme-école, nous avons photographié les activités de la population. Parce que ma vision, tout mon combat, c'est de lutter contre la pauvreté. Et je ne peux pas lutter contre la pauvreté sur base des incantations, des déclarations. C'est vrai que j'ai appris la théorie, je vous ai dit que j'ai étudié, j'ai une licence en développement rural, j'ai 4 maîtrises, l'une, n'est-ce pas, en gestion des forêts tropicales et des territoires forestiers. J'ai aussi en gouvernance et développement, en gestion et évaluation des projets macroéconomiques, et puis en droit de l'homme. Et là, j'avais besoin véritablement de savoir comment ça se passe très concrètement. On risque de rester dans les incantations, il faut appliquer. Et c'est comme ça que j'ai mené une étude avec les autres collègues et nous sommes arrivés véritablement à avoir la photo de la commune et on a compris en fait que dans la commune, il y avait des agriculteurs, il y avait des éleveurs, il y avait des pisciculteurs, il y avait des maraîchers, il y avait des enseignants, il y avait des petits commerçants dans les marchés, etc. Ça a bien marché alors? Eh bien voilà, donc j'ai été bénéficiaire d'une donation de la Fondation Roi Baudouin en 2004 comme le meilleur africain qui a utilisé la gestion participative. En 2004, j'avais reçu à son temps, c'était 50 000 € qui m'ont été donnés justement comme récompense par rapport à mon approche qui a été défendue au Sénat belge. Il y avait des Colombiens, il y avait à l'époque Martine Aubry à Lille, il y a des gens qui sont venus de Porto Alegre du Brésil, etc. Et moi, des collègues qui sont venus du Mali, qui a été d'ailleurs ministre de la décentralisation au Mali. Moi, je suis venu du Congo. Et puis bon, voilà, j'ai présenté mon approche. J'ai été même appelé, n'est-ce pas, pour travailler avec l'Assemblée régionale de Lille pour leur montrer quelle devrait être l'approche participative pour pousser véritablement au développement. En tout cas, j'ai passé 2 semaines à Lille, à France, avec Madame Martine Aubry, effectivement, pour travailler dans cette perspective de donner mon expérience. Et c'est ça, justement, cet exercice qui m'a valu, n'est-ce pas, bénéficier 50 000 €. Et cette expérience était tellement importante. Et puis la coopération technique, la coopération belge, au travers de la direction générale de la coopération belge, a estimé qu'il y avait moyen qu'on fasse un programme. Et ils m'ont demandé d'élaborer un programme sur base de l'étude qui a été faite. Et la direction générale de la coopération belge avait accepté de pouvoir financer ça à proportion de plus de 500 000 €. 500 000 €. Et j'ai été désigné comme directeur général de ce projet qui a fait pratiquement 5 ans. Et j'ai travaillé dans la même commune. Dans la même commune, c'est comme ça que vous allez trouver par exemple à Kimbaseke
Il y a des fontaines, c'est notre projet qui avait. Moi, j'ai réussi à donner chaque groupe de 15 000 personnes de l'eau potable en dehors de l'eau de la régie des eaux. Vous voyez. Or, moi, quand vous me donnez 300 à 500 $, je puisse donner 3 000 personnes de l'eau potable. Bon, c'était une recherche-action, c'était une expérience qu'il fallait d'abord avoir des conclusions concluantes dans la commune avant véritablement de dupliquer ça dans d'autres communes. Et donc, avec Kimbaseke, dans les 46 quartiers, nous avons mis en place ce qu'on appelle des comités locaux de développement, qu'on appelait des noyaux d'action citoyenne, des NAC. Et ces noyaux d'action, vous allez trouver l'autorité locale, et c'était représenté au niveau du quartier. Vous avez les chefs du quartier, vous avez les services techniques, vous avez la population, notamment les agriculteurs, les maraîchers, vous avez les éleveurs, les pisciculteurs, etc., les commerçants, les enseignants, tous au sein véritablement d'un même comité. Ils ont pour rôle de définir leurs problèmes, de chercher des solutions de leurs problèmes, de mettre en commun leurs moyens d'action et de rendre opérationnels véritablement, n'est-ce pas, leurs projets. Alors moi, nous on vient pour des conseils techniques avec les agronomes qui étaient le mien, les vétérinaires, etc. Et recruter également même des enfants en situation de détresse, qu'on appelle généralement les enfants de la rue, etc. Nous avions un centre d'hébergement qui longeait près de 250 enfants et qui avait la responsabilité d'être socialisés, mais qui avait également la responsabilité de devenir véritablement des hommes dans la société en pratiquant les différentes techniques agricoles, modernes, etc. Dans la ferme, nous avions une ferme-école de 20 hectares. Et nous avions également vu que dans Kimbaseke, avec le dérèglement climatique, les gens avaient besoin d'avoir de charbon, de bois de chauffe. Alors, or, il n'y avait pas d'arbres. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une réforestation artificielle. Et c'est comme ça que dans notre ferme, on produisait 40 000 plantiles. Le jard, les sénats, les cocéphalas, des acacias, toutes les plantes à croissance rapide. Il y a des fruits comme les mangoustaniers, comme les manguiers, les safoutiers, les citronniers, les mandariniers. Et nous avions des plantiers que nous distribuions. Aujourd'hui, nous avons réussi à donner plus de 5000 familles, n'est-ce pas, les plantiles pour davantage avoir des fruits dans leur maison. Et non seulement le fruit, mais avoir des arbres qui permettent de leur donner de bois de chauffe en élaguant véritablement les branches pour en assurer le bois de chauffe et laisser libre cours à la forêt véritablement de renaître. Nous avons également, dans cette ferme-école, il y avait la porcherie. Et dans la porcherie, nous avions la capacité, n'est-ce pas, d'avoir au moins 500 porcs de différentes espèces. Et avec les porcs, nous avons donné à plus de 1500 familles de porcelain pour élever, de manière que la famille puisse avoir des revenus, etc. Il peut manger, il peut vendre et envoyer les enfants à l'école, etc. Nous avons tenté également de mettre de l'électrification rurale au travers les énergies renouvelables comme la photovoltaïque, c'est-à-dire l'énergie solaire. Et c'est vrai que là, on n'a pas suffisamment réussi étant donné la technicité, le transfert, etc. Mais au moins, nous avions dans des centres comme des centres de santé, postes de santé en tout cas, ces centres ont été électrifiés par l'entremise de l'énergie solaire que nous avons mise en route en termes de diffusion de la technologie. Et nous avons également pour les mamans qui véritablement sont appelées à vendre, mais parce qu'elles n'avaient pas été à l'école, ne sachant pas calculer, lire, écrire, etc. Il y avait un foyer social où les mamans venaient, apprenaient pour faire ce que nous appelons l'alphabétisation fonctionnelle. Cette alphabétisation à lire, à écrire et à calculer au travers les travaux qu'ils faisaient. Et là, ce n'était pas de la philosophie, mais vous vendez par exemple les mangues, mais écoutez, vous avez la possibilité d'avoir des arbres fruitiers, manguiers, etc. Mais vous produisez, vous vendez et vous devez être en mesure de faire le calcul pour savoir quel a été le capital investi et quel était le prix des revient, le prix de vente et quel est le bénéfice que vous tirez véritablement pour booster les différentes familles
à pouvoir vivre sérieusement. Donc, c'est un peu ça. Et puis, au niveau, par exemple, local, comme il y avait des comités locaux de développement, on avait travaillé avec ces comités pour définir des problèmes des communautés, au-delà des problèmes individuels. Est-ce que les routes sont là? Est-ce que les écoles sont là? Est-ce que les centres de santé? Alors, s'il y a une toiture qui est partie, comment on fait pour remettre la toiture? Et s'il y a une école qui est en paille, comment on fait pour cotiser les moyens, etc., de pouvoir remettre la toiture en tôle? Et s'il y a des partenaires qui viennent, ces partenaires-là, il faut savoir les identifier, il faut savoir négocier avec eux, il faut savoir avoir un agenda stratégique pour permettre à ce que, quand le partenaire arrive, je suis coopération belge, je suis coopération française, je suis Banque mondiale, mais écoutez, voilà nos problèmes au travers de notre banque, notre agenda stratégique. Et ça s'est défini au niveau du comité local, etc., où les hommes et les femmes viennent pour dire, voilà nos priorités, voilà ce que nous entendons faire. Si vous voulez intervenir, alors insérez-vous. Mutatis mutandis avec l'État, parce que l'État, au travers de la commune, a un programme, etc. Et au niveau de la commune, nous avons organisé les choses de manière qu'on puisse avoir un comité communal. De telle sorte que le programme communal soit ici des différents micro-programmes, des différents comités locaux de développement disséminés dans les quartiers. Et je vous assure, c'était une expérience incroyable, mais croyez-moi, le gouvernement congolais n'est pas très sensible par rapport aux innovations, par rapport au travail des visionnaires, on n'est pas très intéressé, on voit ça comme une distraction, etc. Et donc nous n'avons pas suffisamment été soutenus. Et cela nous a permis véritablement qu'on soit repris comme consultant pour transfuser naturellement cette expérience à Bukavu, etc. Parce que là, la coopération technique belge avait mis en place ce qu'on appelait le programme de développement, le programme de développement communautaire. Et comme nous, on est spécialiste sur la question, on a essayé de faire la consultation jusqu'à procéder à l'évaluation pour savoir véritablement la performance. Toutes ces idées ont été créées, pondues, etc. Elles ont été matérialisées, adoptées même par certains bailleurs de fonds, mais visiblement ne sont pas appropriées par le gouvernement de la République. Et c'est comme ça que, après autant d'expérience en termes de recherche et action, et bien, finalement, nous avons été recrutés à la FAO pour arriver, parce que spécialiste des questions d'environnement, de gestion, de forêts tropicales, etc. Et à la FAO, j'ai été coordonnateur, consultant national, IN, c'est-à-dire de système des Nations Unies, au travers de la FAO, pour accompagner le programme RED, la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. RED aujourd'hui, on est en RED+, mais nous on a commencé avec RED, justement pour accompagner les communautés locales dans la province de Bandundu, province de l'Équateur, toutes ces provinces, etc., où il y a la forêt, de manière que les gens ne puissent pas continuer à abattre la forêt pour construire une déforestation sauvage, mais de faire en sorte qu'on puisse utiliser des techniques correspondantes, améliorées, qui leur permettent véritablement de lutter contre le dérèglement climatique. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons été rappelés par la coopération américaine parce que là, on a fait une expérience très, très, très convaincante. Et c'est comme ça que j'ai été désigné comme coordonnateur national d'un grand programme de la coopération américaine. Et c'était 5 millions de dollars par an, etc. On y a travaillé pendant 4 ans aussi, etc. pour aider, n'est-ce pas, les populations au travers les provinces, au travers les agglomérations stratégiques, dans la perspective de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Et là, il fallait chercher des villages phares et des villages satellitaires. Parce que alors, les villages phares, c'est là où il y a des activités économiques intenses, où les gens viennent en masse s'approvisionner. Tantôt, il y a des magasins, il y a des routes, il y a accessibilité, il y a des véhicules. Et les gens qui sont dans des petits villages peuvent venir et se ressourcer. Et là, avec les Américains, nous sommes entendus pour que, à chaque village phare, qu'on puisse véritablement organiser, n'est-ce pas, des activités, la cantine, non seulement la cantine, des formations de tous les paysans qui viennent d'autres villages satellitaires, etc. Et ils rentrent avec des semences, ils rentrent avec des outils agricoles dans leur village, ils deviennent des éléments dynamisants, ils deviennent des catalyseurs, ils deviennent des stimulateurs, ils deviennent des excitateurs pour pousser les autres qui ne sont pas venus en formation, d'apprendre de nouvelles techniques, etc. et de booster véritablement leurs activités. Et c'est comme ça qu'on a fait des travaux énormes dans la province de l'Équateur jusqu'à Bikoro. La route de 128 km de Mbandaka jusqu'à Bikoro, nous y avons fait le talitage et le rablayage. On a mobilisé
aisément la population au travers le paysan, etc. pour... Vous savez, et c'est justement ça. Et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, j'ai la conviction que, au lieu d'avoir des programmes, des priorités disparates, etc., les routes, aujourd'hui nous avons 150 000 km de routes à réflexionner. En tout cas, le Blanc nous a resté, le Belge nous a resté avec 145 000. Nous avons 88 000 km de voies, de routes de dessert agricole. Nous avons 14 000 km de voies fluviales. Nous avons 7 000 km, n'est-ce pas, de voies ferroviaires, etc. Et donc, nous avons 3 500 ponts. Nous avons 1 500 bacs. Et donc, si effectivement, on met l'accent autour véritablement de cette préoccupation, il y aura circulation des biens. Et chaque paysan trouvera un marché. Et justement, on va véritablement booster l'économie qui aujourd'hui est en faillite en milieu rural. Et donc c'est le travail que nous avons fait. Et nous n'avons pas fait simplement à l'Équateur, on a fait dans le Bandounou, on a fait dans la province orientale à l'époque, Kisangani, etc. Nous avons fait à Kinshasa le vétiver aujourd'hui. Le vétiver qui est une plante, moi-même j'ai accompagné, n'est-ce pas, mon directeur général qui était aux États-Unis. On était au Mexique. n'est-ce pas, pour acheter véritablement le vétiver. Le vétiver que tu vois à Kinshasa, qui change les structures du sol, qui stabilise les sols, même les clôtures, les étangs piscicoles, etc. Ça, c'est nous qui avons amené, c'est moi qui ai piloté véritablement ce projet jusque dans les provinces pour donner la possibilité, naturellement, parce que vétiver aussi, hein, ça lutte contre, ça fait fuir les serpents, etc. Et donc, on y a travaillé. Et j'ai travaillé avec les Américains. Nous nous sommes rendus compte que lorsque vous prenez Kinshasa jusqu'à Kisangani, il y avait plus de 357 barrières. Vous prenez le bateau, mais il y a des barrières. Vous prenez la route d'ici Kikwit, il y a des barrières. Et nous avons mis en place une organisation composée de la population pour lutter contre les tracasseries policières et administratives. Et ça, c'est très important. Et la population s'est mise debout comme société civile rurale, etc., pour lutter contre ces tracasseries-là. Nous avons compris que sur les différentes taxes, 75% de l'argent mobilisé en termes de taxes ont été volatilisés dans les poches des gens. Et il fallait, c'est pas, une société civile qui se mobilise, qui fait le monitoring et qui contrôle véritablement la finalité de cet argent-là. Et ça, c'est le travail que j'ai fait avec les Américains au travers le projet, ce qu'on appelait le bien-être, le CLIFS, c'est en anglais, et la sécurité alimentaire. Et c'est de là, finalement, que je serai récupéré par l'Université libre de Bruxelles pour répliquer la même expérience et nommé coordonnateur national en Afrique centrale sur base d'un projet qui a été mis en place où les États de l'Afrique centrale étaient représentés. Et moi, au Congo, c'était moi le coordonnateur national pour aider les différents espaces, les aires de la biosphère, j'allais dire les aires protégées, hein, de manière qu'on réduise la pression par rapport aux animaux, par exemple Bombolmen ici, on réduise les attaques, etc. On réduise la pression sur les arbres, etc. Et j'ai géré véritablement ce projet et nous avons partagé l'expérience avec beaucoup de nos collègues qui sont dans d'autres pays comme la République centrafricaine, le Gabon, la République camerounaise, Congo-Brazza, et voilà, Congo-Kinshasa, le Tchad et la Guinée équatoriale. Et donc, à un moment, j'ai été même choisi comme modérateur, n'est-ce pas, de tous les collègues, de tous les coordonnateurs nationaux. Je ne me suis pas arrêté là. Finalement, j'ai été recruté par le projet Aegis BDPA. Aegis BDPA, c'est donc un projet c'est un organisme, une société qui est basée en France, mais qui a arraché un contrat avec la Banque mondiale pour faire le monitoring, n'est-ce pas, pour faire le monitoring, n'est-ce pas, de relations entre les exploitants forestiers et les populations riveraines. Et c'est moi qui ai piloté véritablement
ces projets dans le pool de l'Équateur, notamment à Bumba, etc., comme superviseur. Et il n'y a pas que ça, j'ai travaillé après cette expérience convaincante avec WIRI. Et toujours c'est la Banque mondiale qui a financé pour que j'aille voir dans la conversion des titres forestiers à concession forestière, pas, les différents exploitants forestiers, etc., où je fais le monitoring avec une équipe pour arriver véritablement à savoir sur les 180 sociétés forestières qui ont existé. À l'époque, nous avons retenu 85. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la forêt, malgré nous avons de 500 millions de mètres cubes de potentialité, on est resté à moins de 1% dans la contribution en termes de produits intérieurs bruts. Mais en tout cas, j'ai eu à piloter. Et aujourd'hui, croyez-moi, j'ai été recruté finalement par la Banque mondiale au travers le projet de renforcement des capacités en gouvernance, où j'étais expert senior en décentralisation et gouvernance. Et ça, c'était lorsque on était dans la perspective de mettre en place le démembrement des provinces. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les provinces bougent? Il fallait un expert, il fallait quelqu'un qui a la puissance du savoir sur cette question. Et c'est comme ça que j'ai eu à accompagner les provinces, accompagner le gouvernement congolais au travers la mise en place des lois de la République, la loi 012, la loi 0015, la loi 016, toutes les lois de finances, les lois de passation de marché, les lois de l'administration publique au travers l'organisation des services publics de l'État, les lois au niveau des statuts et le statut de carrière de l'administration, toutes les lois qui sont liées à la santé, à l'EPSP, au développement rural, à l'agriculture. Toutes ces lois, cet arsenal juridique, nous y avons travaillé, nous avons accompagné. Non seulement en termes d'accompagnement par la production de lois, mais nous avons accompagné les provinces pour qu'elles se renforcent, qu'elles affirment leur autonomie, qu'elles puissent être renforcées, non seulement en termes de matériel, mais en termes également de formation, pour une mise à niveau dans la perspective de booster les provinces qui véritablement continuent à entendre comme des élèves qui entendent les devoirs du maître au ciel. Donc, nous y avons travaillé, nous continuons à travailler. Je voudrais vous dire que je suis consultant international sur des questions de développement, de décentralisation, d'administration publique et d'aménagement du territoire. Ça sont des compartiments. Effectivement aussi des gestions de forêts tropicales, l'environnement, comme j'ai eu à vous dire, mon profil, mon background, etc. J'ai travaillé avec le système des Nations Unies, vous savez, le PNUD, j'ai travaillé avec le PNUE, j'ai travaillé avec la FAO, j'ai travaillé avec l'UNICEF. J'ai travaillé avec l'Union européenne, je travaille toujours avec la Banque mondiale, j'ai travaillé avec Art Progretti en Italie, j'ai travaillé avec COSI en France, j'ai travaillé avec la Solidarité Socialiste en Belgique, j'ai travaillé avec Frédéric Ebert en Allemagne, j'ai travaillé avec Anne Saedel en Allemagne, j'ai travaillé avec CNCD en Belgique. J'ai travaillé avec la Direction générale de la coopération belge en Belgique. J'ai travaillé avec la coopération technique belge en Belgique. J'ai travaillé également avec Miserior en Allemagne. J'ai travaillé avec INCO en Angleterre. J'ai travaillé avec Alerte International en Angleterre. J'ai travaillé avec l'Institut de la Banque mondiale à Jakarta en Indonésie. J'ai travaillé aussi avec 11-11, où j'étais même représentant ici au Congo, n'est-ce pas, 11-11 qui s'appelait NSOS à l'époque, etc. Donc, à l'heure actuelle, je suis expert consultant sur des questions de décentralisation et de déconcentration. Si vous voyez la contribution de la Banque mondiale aujourd'hui au travers le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, aujourd'hui, vous savez, l'administration publique est la colonne vertébrale, n'est-ce pas, des institutions de la République. S'il n'y a pas d'administration, la République ne peut pas se booster. Et donc, aujourd'hui, le senior, c'est lui qui est expert national sur cette question et qui véritablement accompagne le gouvernement congolais au travers du ministère de la fonction publique. Et donc, j'ai fait office de cet expert
seniors. Et là, nous travaillons au niveau de la législation, nous travaillons au niveau de l'accompagnement. Je travaille avec les syndicalistes pour avoir des syndicats plus responsables qui travaillent et qui se donnent des propositions, pas seulement pour crier Mbongeza et Bima, mais pour aider à ce que les politiques soient formulées dans la perspective de pouvoir transformer la République. J'y travaille et j'ai fait tout pour que, au niveau des provinces aujourd'hui, que les provinces qui ont des assemblées provinciales, qui ont des gouverneurs, etc., aient des administrations. Les provinces aujourd'hui ont un problème d'administration. Il faut qu'il y ait des administrations décentralisées, l'administration propre. Ça pose encore problème, il faut le rendre opérationnel. Il y a un problème également des administrations déconcentrées, c'est-à-dire des administrations qui dépendent véritablement de Kinshasa. Il faut que ces administrations soient rendues opérationnelles au travers des coordinations, parce qu'il y a une sorte de regroupement des administrations au travers des thématiques, etc. Ça, je fais ce que je suis en train de faire. Il y a également l'organisation de renforcement des ateliers de renforcement des capacités. Nous les faisons, nous descendons dans les provinces, nous sommes en contact, nous faisons le coaching, parce que je suis un coach national, etc. Et nous faisons le coaching pour permettre à chaque province aujourd'hui d'être autonome et de prendre des responsabilités dans la perspective de booster le développement. Et ça, j'y travaille, parce qu'aujourd'hui, la configuration institutionnelle donne la possibilité à la République, qui est une mastodonte. Vous savez que notre pays, c'est 9 fois le Japon. Le Japon compte 9 fois pour le Congo. C'est 5 fois l'Angleterre. L'Angleterre compte 5 fois pour le Congo. La Belgique, c'est 80 fois le Congo. La France, c'est 4 fois et demi le Congo. J'allais dire, le Luxembourg, c'est 120 fois le Congo. Le Rwanda, c'est 100 fois le Congo. La République Sao Tomé Principe, c'est 2000 fois le Congo. Donc le Congo, c'est un grand pays. La commune de Kimbanseke, c'est 2 500 000 habitants. La République du Gabon, c'est combien? C'est 1 500 000. Donc Kimbanseke, c'est le président de la République, le bourgmestre. Et lorsque vous prenez par exemple un pays comme la Guinée équatoriale, et c'est 650 000 habitants, c'est comme le territoire de l'Odja. Donc l'administrateur de l'Odja, c'est comme le président de Guinée équatoriale. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont capables d'aider à ce que la République s'organise, se fasse une restructuration géographique pour permettre à ce que la République avance et à ce que respire. On ne peut pas changer un pays comme celui-ci au travers, véritablement, seul le président de la République. Parce que le Congo, dans sa configuration institutionnelle, divise à 3 niveaux, n'est-ce pas, la gouvernance de la République. Il y a le niveau central, le niveau provincial et le niveau local. Et nous avons la responsabilité d'animer, n'est-ce pas, le niveau central au travers de la législation correspondante, le niveau provincial et le niveau, n'est-ce pas, local. Au niveau central, vous avez le gouvernement de la République, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat, vous avez le Cour et tribunaux. Mais nous nous occupons essentiellement de questions de décentralisation. Alors maintenant, là, à ce niveau-là, que doivent faire les secrétaires généraux, que doit faire le ministre, etc. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, par le passé, il n'y avait pas de grandes réformes. Aujourd'hui, on est dans un processus de réforme. Il y a des administrations, il y a des compétences qui sont renvoyées au niveau des provinces. Il y a des compétences exclusives, il y a des compétences concurrentes. Et donc, il faut aider que le gouvernement central comprenne qu'aujourd'hui, nous sommes en train véritablement de transformer notre pays au travers de ces réformes. Si le ministre de l'Éducation, de l'EPSP, nommait les chefs de division, non, il n'a plus la responsabilité parce que c'est un secteur qui est déjà transféré en termes de compétences exclusives de la province. Si hier, le ministre de la Santé pouvait bien chercher le médicament pour les provinces, aujourd'hui, cette responsabilité est dévolue véritablement à la province au travers de ses institutions de pouvoir, n'est-ce pas, s'occuper de cette question spécialisée. Il en est de même de l'agriculture, il en est de même du développement rural. Mais curieusement, vous savez qu'il y a toujours des problèmes. Les ministres centraux continuent à avoir une mainmise, même sur des domaines qui sont décentralisés, etc. Tout cela nécessite qu'il y ait un travail qui permette de construire un arrangement institutionnel, non seulement un arrangement institutionnel, mais aussi l'animation, pour permettre à faire un sévrage, de manière à permettre aux provinces de s'autonomiser. Vous savez, madame, nous avons fait une étude en 2009. Et en 2009, il a été prouvé que le gouvernement central, dans le transfert des compétences
dans les transferts des moyens de recettes, ce qu'on appelle généralement des recettes à caractère national, il fait en proportion de 9%, j'allais dire de 13%. Sur les 100% que devraient obtenir, sur les 40% que devraient obtenir les provinces, le gouvernement central, ne rétrocédait que 13%. Et sur les 100% des 13% obtenus par les provinces, il rétrocédait 1,3% aux villes, aux communes, secteurs et chefferies. C'est que quelque part, il y a confiscation de la décentralisation. Et alors, nous sommes là pour désintoxiquer naturellement ces autorités, de comprendre qu'il y a moyen aujourd'hui de bouger notre pays, il y a moyen aujourd'hui de faire marcher notre pays en construisant véritablement les sevrages, en acceptant l'autonomie des provinces, l'autonomie des villes, pour qu'à chaque niveau d'atterrissage, que chaque entité fonctionne comme une républicaine, ayant un programme, ayant un budget, ayant son propre sceau, ayant la capacité de mobiliser ses ressources, etc. Et dans cette répartition des compétences, chaque entité pourra véritablement avoir la capacité d'initiative, la capacité d'impulsion, pour qu'à ce niveau, au lieu d'attendre Kinshasa, elle soit capable d'avoir ses propres écoles, elle soit capable d'avoir ses propres centres de santé ou des hôpitaux, elle soit capable d'arranger des routes, elle soit capable. Effectivement, il y a une répartition. Il y a des routes d'intérêt national, il y a des routes d'intérêt provincial, il y a des routes d'intérêt local. Et tout cela, il y a un type d'organisation qu'il faut mettre en place. Même, regardez Kisenso et commune de Matete. Il peut y avoir des projets fédérateurs, des projets intégrateurs entre les deux communes. Il y a des routes qui quittent Matete, qui vont vers Kisenso. Les deux communes avec leurs ressources locales peuvent naturellement arranger ces routes-là. Tu vois, j'ai vu aux États-Unis, en Maryland, n'est-ce pas, cette commune-là dispose des universités, des grandes universités. Au lieu d'envoyer les enfants payer de l'argent, beaucoup d'argent à Harvard, eh bien écoute, on construit. Et c'est la commune qui supporte. Et le budget, c'est 5 milliards de dollars. Et donc, j'ai vu en Maryland, aux États-Unis, à Washington, où j'ai été pas faire mon stage en 2012, que la commune était organisée de telle sorte qu'elle disposait d'une certaine autonomie. Il y a des bus, la société de transport de Washington, soutenus par l'État fédéral. Mais il y a la commune elle-même qui avait aussi ses propres bus, achetés avec ses propres moyens. Et cette société générait des ressources avec un prix abordable pour la population. La commune avait véritablement ces deux universités qui produisaient, qui permettaient aux étudiants, aux enfants de Maryland d'avoir véritablement la possibilité d'étudier au lieu d'aller à Harvard. Effectivement, ceux qui avaient de moyens pour aller à Harvard peuvent y aller. Mais au moins, on a des universités de grande qualité. Et c'est la commune qui a construit. Mais nous, que devons-nous faire pour atteindre ces niveaux? Eh bien, voilà, donc il ne faut pas désigner n'importe comment. Les gens, par exemple, qui sont des bourgmestres ont été désignés. Il faut être du FCT, il faut être de ceci, il faut être de cela. On ne tient même pas de profil, on ne tient même pas les questions background. Or, ils sont des présidents de la République. J'étais en train de vous dire que Kimbanseke, c'est plus que la République de Gabon. Mais je fais un exercice une fois à Kimbanseke. Je pose la question au bourgmestre de l'époque. Quelles sont les 8 grandes décisions que vous avez prises pour cette année? Il était incapable. Quel est le budget? Attendons, on va demander au comptable. Quels sont les axes directeurs? Il n'en a pas. Alors vous avez des bourgmestres comme ça, bien qu'il ait été à l'université. Eh bien, quel type de résultats vous allez obtenir? C'est l'animalité zéro. Et donc l'État doit devenir stratège. L'État doit cesser de naviguer à vie. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Eh bien voilà, il faut avoir des hommes et des femmes qui sont élus, mais qui ont un profil, qui ont un background. Et même au niveau de la désignation de personnes qui doivent représenter les partis politiques, il faut qu'il y ait des hommes qui ont la puissance de la connaissance, qui ont l'intégrité, qui ont un background, qui ont un profil donné, qui sont capables véritablement de faire des choses. Je suis allé dans Bandundu, j'ai été dans un secteur de 650 000 habitants. Mais le chef de secteur ne connaissait pas ce que c'est un programme. Il n'a jamais entendu parler. Est-ce que c'est quelque chose qui pourra changer du jour au lendemain? Eh bien, il faut que ça change, parce que là, il faut des hommes au niveau de la province. Regardez, on est en train véritablement de faire les élections au niveau provincial. Et alors, ce sont des hommes de grande influence dans les partis politiques qui y vont avec quelle expérience.
Sont-ils déjà familiarisés avec véritablement les actions au niveau des provinces? Quelles ont été leurs performances et l'impact qu'ils ont véritablement produit pour faire avancer les provinces? Après beaucoup de temps, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai retenu 3 compartiments pour bouger la République. Le premier compartiment porte sur l'éducation. Vous savez que nous avons 3 types d'éducation. Il y a l'éducation formelle, c'est-à-dire que depuis la maternelle, secondaire, primaire, secondaire, à l'université. Il y a l'éducation non formelle, c'est-à-dire les centres de formation. Et l'éducation informelle, c'est l'éducation diffuse, la radio, les médias, les journaux, les contacts, les voyages, tout ce que nous pouvons. Mais le type d'éducation que nous avons reçu, c'est un enseignement embâtardisé. C'est un enseignement qui produit des chômeurs de luxe. C'est un enseignement qui produit des perroquets. C'est un enseignement qui produit des divorcés des besoins de notre société. C'est un enseignement qui, en fait, nous apporte dans la désintégration, qui nous apporte dans la désarticulation de notre pays. Nous sommes incapables de donner des réponses à notre société, simplement parce que nous n'avons pas été formés en fonction des besoins qui sont les nôtres. Il faut revisiter l'enseignement. Il faut revisiter l'enseignement. Parce que vous êtes dans tel coin, on pratique la chasse, on pratique la pêche, on pratique l'agriculture, et vous venez former des gens de littéraire, vous venez former les gens de pédagogie, et quand ils terminent, ils sont incapables de tenir la houe, ils sont incapables de tenir le pagaie, et ils fuient, n'est-ce pas, en ville où ils ne trouvent rien, et ils forment une armée de chômeurs de luxe. Deuxième chose, la recherche. Maman, je vous assure, tant qu'on aura une recherche, regardez notre ministère de recherche ici, c'est l'un des ministères les moins nantis, parce qu'on ne comprend pas. La recherche et développement est un élément important. Aujourd'hui, le Congo a combien? Nous avons 80% des réserves de coltan. Nous avons de lithium. Nous avons de cobalt, 60% des réserves mondiales. Nous avons le diamant de joaillerie. Nous avons les diamants industriels. Nous avons tout ce que nous pouvons avoir en termes de minéraux. 48 minéraux dans une étude qui a été faite au Katanga dernièrement. 48 minéraux. 12 n'existent nulle part au monde. Nous avons même l'uranium. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne transforme rien, simplement parce qu'on n'a pas de technologie. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir des écoles qui nous produisent des technologies, qui nous produisent, qui font de la recherche? On a trop de chercheurs. Vous allez à l'université, vous allez trouver des chercheurs. Mais il n'y a pas de trous verts. Tout le monde est dans la philosophie philosophante. On est dans les déclarations martiales. On est dans les coups de gueule mégaphonés, des perroquets, des récitateurs, des répétiteurs. On a besoin de faire des recherches. Et la plupart des universités qui ont été mises en place, même nos écoles primaires et secondaires, on n'est pas préparé véritablement à notre environnement. Nous sommes en distance, en divorce avec cet environnement-là. Il faut également de la recherche scientifique. La recherche de l'inconnu, la recherche fondamentale, où on découvre des choses. Regardez comment les Américains sont en train véritablement de voyager à l'espace. Ils ont même fait 4 milliards de kilomètres à l'espace. Les Sud-Coréens, les Nord-Coréens, les Chinois aujourd'hui, les Indiens, les Russes. Mais nous, on est là en train de constitutionnel. Il vient là avec un Français comme ça, constitutionnel, constitutionnel. Constitutionnel, c'est quoi cette histoire? Et même la constitution là, elle n'est même pas adaptée par rapport à notre situation. C'est une constitution copiée-collée du régime français, etc. On a besoin sincèrement qu'on fasse la recherche-développement. Et troisième chose, maman, ça sera la gouvernance. Si on peut avoir une éducation où les gens sont préparés pour être qualifiés de manière à pouvoir accroître la productivité, accroître nos richesses au travers des recherches technologiques, des recherches scientifiques et fondamentales, mais on aura véritablement beaucoup de richesses. Mais il faut savoir bien gérer ces richesses. Si ces richesses doivent être gérées par des personnes qui veulent s'enrichir insolemment, des personnes qui ne veulent pas qu'ils soient contrôlés, des personnes qui veulent simplement être riches au détriment d'un océan de misère, eh bien, ces personnes-là ne pourront rien faire. Mais il faut mettre en place des garde-fous au travers d'une bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, ce n'est pas en nommant un conseiller spécial. La bonne gouvernance, c'est qu'à chaque niveau d'atterrissage, même dans les entités stratégiques, des agglomérations stratégiques, on a besoin d'avoir un système de surveillance mutuelle. Le système de surveillance mutuelle, vous avez les autorités,
Vous gérez quelque chose, mais vous avez un chef hiérarchique qui vous contrôle. Ça, c'est important. Et deux, s'il ne vous contrôle pas, mais l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, les conseils urbains, les conseils communaux, les conseils des secteurs, à chaque niveau là, il y a des représentants du peuple qui peuvent vous poser des questions. Et s'ils ne posent pas de questions, s'ils ne contrôlent pas, s'ils ne fondent pas de politique, s'ils ne fondent pas de loi, mais le pays ne va pas avancer. Ça, c'est la gouvernance. Mais il faut également, au-delà des représentants du peuple, il faut la justice, il faut réhabiliter la justice. Il faut que la justice soit indépendante. Il faut que les procureurs, le substitut de la République soient à mesure de suivre. Qu'est-ce qu'on a fait? Qui a fait quoi? Les journalistes, vous devez sortir des incantations. Il faut fouiner partout. Savoir qu'est-ce qui a été prévu par exemple dans tel ministère. Qu'est-ce qui a été réalisé? Qui a fait quoi? Qui a détourné quoi? Et que les procureurs se saisissent des dossiers pour appeler les gens, examiner ce que les journalistes ont dénoncé, etc. Encore que les journalistes soient professionnels, sortent véritablement des émotions toxiques ou sentimentales. Alors maintenant, en dehors de ça, la société civile, notre société civile, qui doit sortir de la société civile d'obédience, mais une société civile responsable, dans les différents secteurs, ceux qui font le droit de l'homme, ceux qui font par exemple les élections, ceux qui font les mines, ceux qui font la forêt, ceux qui font l'environnement, ceux qui font l'agriculture, ceux qui font les routes, ceux qui font les journalistes, toutes ces sociétés civiles, chacun dans le domaine qui est le sien, doit être en mesure de monitorer, de faire l'implémentation, de contrôler la mise en œuvre pour dire voilà ce qu'il faut faire. Et si effectivement on trouve qu'il y a eu des faiblesses, s'il y a eu des choses mal faites, il faut arriver véritablement à les dénoncer, encore que le procureur soit debout pour chercher véritablement des infractions. Il faut également qu'à chaque niveau, qu'on ait un programme partagé. Un programme partagé suppose que le programme qui est élaboré par les bourgmestres, élaboré par les chefs de secteur, par les gouverneurs ou par le premier ministre, pas un programme qu'il conçoit dans son bureau. Mais écoutez, dans chaque entité, il y a ce qu'on appelle des acteurs, ce qu'on appelle généralement des parties prenantes. Et donc, il faut qu'ils participent à la définition des problèmes, à la recherche des solutions, à la mise en œuvre et à l'opérationnalisation, à l'opérationnalisation des projets. Et ça, ils sont capables de savoir qu'on a prévu ceci, on a prévu cela. J'ai été faire une conférence dans une université et je pose la question, quel est le budget de l'enseignement supérieur universitaire? Personne ne m'a répondu. Quel est le budget, par exemple? J'ai été avec les syndicalistes. Je leur ai posé la question. Le budget de la fonction publique, c'est combien? Le budget de sortir de l'administration? Non, on ne répond pas. Alors comment pouvez-vous, n'est-ce pas, monitorer, contrôler si vous n'avez pas la situation, n'est-ce pas, qui a été prévue? Donc, tout cela faisant comme une bonne éducation, une éducation qui pousse à la qualification technique, et cette qualification technique est documentée par une recherche technologique et scientifique, et cette recherche technologique et scientifique pousse à l'accroissement des richesses, et ces richesses doivent être bien gérées par une gouvernance, et cette gouvernance va retentir véritablement les dividendes envers tous les citoyens, et c'est comme ça qu'on aura un bordel partagé, on aura un développement qui est entendu de tout notre peuple. Merci. Merci beaucoup, M. Norbert Yamba-Yamba, d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Merci pour cette opportunité que vous me donnez. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois.